à tous. Merci beaucoup pour votre participation nombreuse à cette session. Donc, je fais partie de l'équipe Smalls Research. Donc, au sein de Smalls, on est une petite dizaine de collaborateurs dans cette équipe, avec comme mission principale de favoriser l'innovation auprès de nos membres. On fait ça avec plusieurs facettes, on va dire. On fait des études sur des produits, des technologies, des méthodologies, on va dire. On fait des missions de consultance, on fait du knowledge transfer interne et externe, et on essaye d'aller au maximum jusqu'à la mise en production en accompagnant les équipes opérationnelles. On étudie tout un tas de thématiques dans des secteurs très variés en fonction de nos spécialisations. Ça va du développement d'applications à la sécurité, à tout ce qui est intelligence artificielle et également tout ce qui concerne l'analytique. Et ça, c'est vraiment le topic qui va nous intéresser ici, en particulier avec l'analytique de données géographiques. Donc, de quoi on va parler pendant cette présentation? Donc, quel est l'objectif d'abord? Donc, vraiment de sensibiliser au potentiel que peuvent avoir les données géographiques dans le secteur, enfin, dans notre secteur des organismes, des organisations d'État, on va dire. On va, dans un premier temps, définir qu'est-ce qu'on considère comme étant une donnée géographique dans ce contexte-ci. On va ensuite avoir 4 parties. Dans une première partie, on va voir d'où viennent les données, comment est-ce qu'on peut les collecter, comment est-ce qu'on peut les transformer pour pouvoir les exploiter. On va parler ensuite de bases de données géographiques avec un focus particulier sur un concept clé des bases de données géographiques qui est la jointure spatiale. Puis on aura une deuxième partie qui sera plus analytique et statistique. D'abord, on va parler du concept d'autocorrélation spatiale. Ça, c'est vraiment des statistiques et plus de l'analytique avec des exemples qui viennent basés sur des données du secteur public. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas voir parce que c'est très, très vaste le domaine géographique. On va dire, on ne va pas spécialement parler de visualisation. On ne va pas non plus parler de tous les aspects de cartographie, de nature des sols, de type de couverture, de végétation, de réseaux routiers, de cours d'eau, de bâtiments en 3D, etc. Enfin, de tout ce qui est des données géographiques très complexes. Ça, c'est vraiment le core business de l'Institut géographique national. Et voilà, c'est pas ça du tout qu'on va faire ici. Ils ont beaucoup d'expertise là-dedans si c'est vos besoins. On va pas non plus s'intéresser à des modèles qui combinent à la fois des données géographiques et des données temporelles. C'est surtout utilisé dans tout ce qui est modèle épidémiologique. Et à nouveau, il y a pas mal d'expertise chez Cienzano, dans certains de SPF là-dessus. On va pas non plus s'intéresser à des aspects très opérationnels d'optimisation de tournées ou d'itinéraires. Il y a pas mal il y a pas mal d'organismes qui doivent faire ce genre de choses-là. Je pense en particulier à tout ce qui est Bipost, Ibelga, fournisseurs d'énergie, etc., qui doivent optimiser les tournées de leurs agents techniques, les services d'urgence, évidemment, tout ce qui est SPF, santé publique ou intérieure pour les interventions d'urgence. Ça, ce sont des choses qu'on ne va pas couvrir. Il y a pas mal d'expertise de ce côté-là aussi. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la jonction entre deux domaines. Il y a tout ce qui est domaine de l'analytique. L'analytique, c'est grosso modo tout ce qui est extraction de connaissances à partir de données. Donc, il y a des aspects de statistique, des aspects d'analytique réseau, d'analytique visuelle, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est très vaste. Donc, extraction de connaissances à partir de données. Et d'un autre côté, on a tout le domaine qu'on appelle GIS, donc Geographical Information System, système d'information géographique, qui concerne vraiment voilà, tout ce qui concerne le fait de stocker des données à caractère géographique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui se trouve entre les deux, la jonction entre les deux. On parle de GIS analytique, parfois on parle aussi d'analytique spatiale, et c'est ce qui va nous concerner dans cette heure et quart de présentation, grosso modo. Alors, qu'est-ce que c'est une donnée géographique? Une donnée géographique, la définition que j'en donne dans le cadre de cette présentation, c'est grosso modo toute donnée que l'on va pouvoir placer sur une carte, qu'elle se soit directement ou indirectement. Si c'est directement, ça va être typiquement parce qu'on a des coordonnées géographiques. Alors une coordonnée géographique, c'est quelque chose de... Enfin, il y a pas mal d'éléments, ça peut être quelque chose d'assez complexe. Ici, on a 4 fois les coordonnées géographiques d'un même point, exactement le même point, mais présenté de façon différente.
On a en tout cas, dans tous les cas, d'abord une latitude ou une coordonnée selon l'axe des Y. On a une longitude, une coordonnée selon l'axe des X. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le Coordinate Reference System ou le CRS, qui va expliquer comment il faut interpréter les valeurs qu'on a ici. Ça va par exemple nous dire si les valeurs les valeurs des coordonnées doivent être interprétées comme des degrés, donc là on a plutôt des coordonnées géographiques, ou bien plutôt comme des mètres, et à ce moment-là on a plutôt des coordonnées cartésiennes. Ça va également nous dire quel est le point d'origine de la présentation. Par exemple, les trois premiers types de coordonnées ont leur point 0,0 qui se situe dans le golfe de Guinée, donc pile au sud de Greenwich et à l'équateur. Mais il y a d'autres systèmes, comme le système Lambert belge, par exemple, qui ont un point 0,0 qui se situe entre guillemets en bas à gauche du territoire belge. Comment dire, le système le plus courant, par exemple, ce que vous aurez dans votre GPS qui est utilisé par Google Maps, etc., c'est le premier, le EPSG 4326. Donc ça, c'est si les coordonnées sont données directement. Elles peuvent aussi être données indirectement, et à ce moment-là, on peut aussi considérer qu'une adresse, c'est une donnée géographique. Avenue Fonceny 20 à 1165 Gilles, ou bien une adresse plus globale, comme un code postal, le nom d'une ville, voire même le nom d'une société dans une ville. Tout ça, c'est des choses que l'on va pouvoir, et on y reviendra plus tard, convertir dans des coordonnées géographiques. Donc là, on exprime ce que c'est une coordonnée géographique en tant qu'un seul point, mais un objet géographique peut être plus complexe que ça. Ça peut bien évidemment être un seul point avec deux coordonnées, comme on vient de le dire. Ce sera typiquement quand on veut représenter la localisation précise de quelque chose, comme un bâtiment par exemple. Ça peut être un objet un peu plus complexe comme une ligne ou donc une séquence de points. Par exemple, si on a besoin de représenter un segment de route. Ça peut également être un rectangle représenté à ce moment-là par deux points en bas, en haut à gauche et en bas à droite, qui représente, on parle souvent de bounding box, qui, euh, qui, euh, qui englobe un peu plus largement l'objet qu'on veut présenter. Puis ça peut être réellement un polygone complexe, donc une séquence qui peut être importante de points, qui peut représenter donc la frontière d'un territoire, voire le polygone d'un bâtiment précis. Quoi. Ici, c'est le bâtiment de SMATS. Les deux qui vont nous intéresser principalement dans cette présentation, c'est le point et le polygone, qui sont les deux qu'on va utiliser. On ne va pas vraiment parler des autres. Voilà, donc là, on définit un peu ce que c'est un objet géographique. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec comme premier élément ce qu'on appelle le géocodage. Donc, je viens d'expliquer que des données pouvaient être directes ou indirectes. Souvent, dans les bases de données de nos administrations, une adresse, enfin un lieu, on va dire, sera représenté comme une adresse au sens textuel du terme. Avenue Ponceny 20 à 1060 Bruxelles, par exemple. Le processus de transformation de cette adresse en coordonnées géographiques est ce qu'on appelle le géocodage. Donc, un outil de géocodage, une API, va typiquement recevoir une adresse non structurée, non formatée, et la transformer en deux choses différentes. D'une part, une structuration de l'adresse avec standardisation. Donc, par exemple, av.Fonceny devient avenue Fonceny dans le champ street, le 20 est sorti pour aller dans house number, etc. Donc ça, c'est la première partie. Ça va être très intéressant pour faire tout ce qui est data quality, nettoyage de données, standardisation, déduplication, donc détection de doublons, matching pour relier des bases de données entre elles, etc. Ce n'est pas les aspects qui vont nous intéresser dans cette présentation. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'aspect localisation, location, donc des coordonnées géographiques, qu'elles soient simples si on a simplement un point ou plus complexe si on a un polygone. Donc ce géocodage va nous permettre dans la suite de faire plein de choses, simplement de visualiser les points sur une carte, mais pouvoir faire des contrôles, divers types de contrôles et faire bien évidemment ce qui va nous intéresser ici réellement de l'analytique géographique ou spatiale. Voilà, donc ça peut être un point ou un polygone. Donc, comment est-ce qu'on fait du géocodage? Il faut utiliser des outils de géocodage. Il y en a principalement, on va dire, deux grandes familles. Il y a tout ce qui est les fournisseurs cloud commerciaux comme Google Maps, Here We Go, Bing Maps, TomTom, etc., qui proposent d'appeler une API en ligne pour faire ce travail-là.
et puis d'autre part, on a principalement une solution qui est open source et open data, qui est donc OpenStreetMap, qui est un peu on va dire le Wikipédia de Google Maps. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un outil collaboratif de cartographie et son composant de géocodage réellement qui s'appelle Nominatim. Il en existe un certain nombre de variantes qui combinent par exemple avec Elasticsearch. Et ce qui est assez intéressant avec OpenStreetMap, c'est qu'on peut l'installer assez facilement on-premise sur un serveur tout à fait local dans une instance. Enfin, c'est assez facile à faire. En une ligne de commande Docker, pour une région spécifique, on a un géocodeur qui est prêt à l'emploi, on va dire. Alors plus en interne, il y a un projet de BOSA sur lequel je viendrai un peu plus tard qui est dans les cartons depuis un moment et qui arrive vraiment dans sa phase, on va dire, de mise en production 16 semaines-ci, qui est le projet Best Address, qui a pour but d'offrir une source authentique d'adresses en Belgique. Il y a en tout cas un web service qui devrait être à disposition assez prochainement dans les prochaines semaines. Et tout récemment, là maintenant, ils ont mis également à disposition une image Docker qui permet d'installer on-premise également ce géocodeur. Je ne sais pas, c'est trop frais comme information pour m'assurer que ce Docker va être maintenu par la suite, qui permettra réellement par la suite de faire du géocodage on-premise. En tout cas, pour le moment, il y a moyen de faire, mais avec un outil qui n'est pas encore tout à fait au point. Au sein de Smalls, on a un outil qui s'appelle Trillium, qui est vraiment notre outil phare de data quality, qui peut faire tout ce qui est nettoyage d'adresse, standardisation, mais pas la localisation, pas le géocodage proprement dit. Et on a également une application de Check-in Network et DDT, déclaration de travaux, qui utilise on va dire un stack Esri, qui est une société, enfin qui permet, il y a plein d'outils géographiques là-dedans, il y a des applications qui utilisent cette technologie-là. Au travers de l'Institut géographique national, il est aussi possible d'avoir une installation de TomTom on-premise, mais voilà, c'est pas un truc en un clic on peut l'avoir, mais c'est un service qu'ils ont déjà proposé à l'un de l'autre clic. Alors, quelques petits comparatifs entre les solutions on-premise et les solutions cloud. Les solutions cloud ont l'avantage qu'elles sont très faciles à mettre en place. Il n'y a rien à mettre en place. Vous appelez une API et tout est prêt. La version on-premise, il y a tout, voilà, il faut installer, il faut approvisionner les serveurs, etc. Donc, c'est certaines complexités supplémentaires. Évidemment, en termes d'infra, à nouveau, solution cloud, pas de coût d'infra. Par contre, ils peuvent être non négligeables dans une solution on-premise. Par contre, en termes de tout ce qui est de confidentialité, GDPR, etc., envoyer toutes vos adresses à Google Maps, c'est pas toujours raisonnable, entre guillemets, ni possible, ni autorisé. C'est un problème que vous n'aurez pas avec des solutions on-premise. Il faut savoir que la plupart les solutions commerciales permettront souvent gratuitement de géocoder un certain nombre d'adresses limitées. Si vous avez des gros volumes, à ce moment-là, ça va devenir coûteux, à la fois en termes de temps, puisque si c'est cloud, c'est plus loin que si c'est local, et puis en termes de coûts financiers, puisqu'on va typiquement payer à l'utilisation. Il faut un accès Internet dans le cas des solutions cloud, ce qui n'est pas toujours possible dans nos infrastructures. Par contre, on a souvent des choses qui sont de bonne qualité pour les solutions cloud. Les solutions on-premise, c'est un peu plus discutable, on va y revenir un peu plus tard. L'avantage aussi des solutions cloud, c'est que vous pouvez très bien avoir une couverture mondiale, c'est-à-dire géocoder n'importe quelle adresse dans le monde. Avec une solution on-premise, il vous faudrait des terras de disques pour pouvoir avoir un OpenStreetMap en couverture mondiale. Donc c'est facile d'avoir juste la Belgique, juste l'un ou l'autre pays, mais la totalité, il faut des très très gros disques. Alors en termes de qualité, on pourrait dire énormément de choses sur la qualité, mais voilà, c'est pas l'objet de cette présentation-ci. Il y a l'une ou l'autre référence ici en dessous si vous voulez en savoir un peu plus. J'ai fait l'exercice d'envoyer un dataset de 1000 adresses belges qui venaient des données de la KBO, enfin de la Banque Info des entreprises en open data, et je les ai envoyés à toute une série de géocodeurs, dont TomTom, le deuxième on y reviendra plus tard, Nominatim installé localement, Mapbox, Circ, Bing, etc. La longueur totale de ma barre ici m'indique ce qu'on appelle le matching ring, donc la proportion d'adresses pour lequel le géocodeur a été capable de donner un résultat. On ne dit pas que c'est le bon résultat, mais a été capable de donner un résultat. Ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des géocodeurs arrivent à un matching rate très très proche de 100%, sauf malheureusement Nominatim qui a un certain nombre de faiblesses là-dedans.
On peut aussi s'intéresser au niveau de précision qui est renvoyé, parce que souvent, typiquement, un géocodeur, il va dire voilà le résultat et j'ai un certain degré de précision. Je connais par exemple la rue, mais je ne connais pas la position du bâtiment exact. Donc là, typiquement, en bleu, on va avoir le géocodeur qui dit qu'il a été capable de localiser le bâtiment exact. En orange, il a été capable de localiser uniquement la rue, mais pas le bâtiment exact. À nouveau, on peut voir des grandes différences entre les géocodeurs, mais finalement, dans pas mal d'applications, nos applications, on va dire, administratives, ce niveau-là de précision n'a peut-être pas d'importance. On n'a pas besoin d'aller envoyer un drone à une adresse en question. On a souvent besoin de, voilà, de se faire des idées de statistiques ou d'évaluer des distances, mais pas forcément d'avoir une localisation très précise. Donc Nominatim a un certain nombre de faiblesses, entre autres qu'il est pas très robuste dans le sens où si une adresse a une petite faute d'orthographe, souvent il ne va pas être capable de la géocoder, alors que les autres sont les solutions commerciales sont beaucoup plus robustes par rapport à ça. Et souvent, il n'a pas connaissance de la position précise des bâtiments quand il en est capable. Pour contrer le premier problème, on a mis en place on va dire, une surcouche de nominatim qu'on a appelé nominatim wrapper, pour lequel vous avez quelques références en dessous, dont l'idée c'est de se dire, ben, si nominatim n'a pas été capable de géocoder, on va faire un petit nettoyage avec différents types d'outils et on va la renvoyer à nominatim. En faisant ça avec plusieurs itérations éventuellement, on arrive à une solution qui est avec le même matching rate que les autres solutions, et qui a le grand avantage d'être tout à fait on-premise, basé sur des données open data. On reviendra dans le sondage tout à la fin, ceux qui seraient éventuellement intéressés d'en savoir un peu plus sur cet aspect-là, mais on n'a pas vraiment le temps pour en parler plus dans cette présentation. Voilà, donc premier aspect, on a des données sous forme postale, des adresses postales, on les transforme en outils, on les transforme en coordonnées géographiques. Il y a d'autres sources de données qui sont disponibles. Je dirais qu'il y a principalement deux façons comment dire, d'ajouter des données géographiques à des données que l'on a. Première façon de faire, c'est d'enrichir des données internes qu'on a déjà, comme des adresses, des coordonnées, des noms, que ce soit des entités, des commerces, etc., en utilisant des API, qu'on peut souvent faire en grande partie gratuitement, sauf quand on arrive à des volumes importants. On vient de parler de géocodage, mais on peut aussi faire de la collecte de ce qu'on appelle des points of interest, si vous voulez connaître tous les restaurants dans une zone en particulier. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. On parlera des courbes isochrones un peu plus tard. On peut également calculer des itinéraires, on ne va pas plus en parler dans cette présentation, etc. Et puis, on a également pas mal de sources de données authentiques qui sont, dans la plupart des cas, en open source, qui permettent d'obtenir beaucoup d'informations, comme les frontières de toutes les communes, des villes, des quartiers, des pays, etc., comme la structure code postal, commune, arrondissement, etc., comme un tas d'indicateurs socio-économiques par quartier, par commune, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir trouver facilement et je reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, géocodage, on en a déjà parlé. Avec Nominatim, il vous suffit d'appeler l'URL suivante pour faire le géocodage de 1065 Gilles et ça va donner un certain nombre d'informations. Une bande d'inbox, donc le carré ici en gris, un point. Si on s'intéresse, ici c'est le centre, c'est pas le centre géographique, c'est plus la maison communale, souvent ça va être le cas, ou bien réellement un polygone, et à ce moment-là, on a vraiment tout le contenu. Donc ça, c'est les trois possibilités avec un géocodeur. On peut donc prendre une adresse exacte, demander des restaurants dans une certaine ville ou des restaurants dans une bounding box, c'est-à-dire dans un rectangle défini, ou faire ce qu'on appelle du reverse géocodage, c'est-à-dire on donne des coordonnées géographiques et on demande au géocodeur quelle est l'adresse qui se trouve à ce niveau-là. Quelque chose d'autre qu'on peut faire avec une API, c'est ce qu'on appelle calculer des courbes isochrones ou isoline. Donc, une courbe isochrone, c'est l'ensemble des points qui sont accessibles à partir de ou vers un point défini dans un temps donné. Donc, ma figure ici indique l'ensemble du territoire qui est accessible en voiture à partir de l'hôpital Delta qui se trouve à Oderghem en 5 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus loin dans la présentation. Et vous avez plein de sources officielles qui viennent de Bipost, de Stadbel, de Best Adresse ou bien de l'Institut géographique national qui sont disponibles souvent, voilà, facilement exploitables avec des qualités qui varient, mais ça dépend de ce que vous avez à faire. En tout cas, il y a énormément de ressources qui sont utilisables pour enrichir vos données internes.
Le projet base adresse que j'ai évoqué juste avant, donc ça vient du SPF Stratégie et Appui, BOSA, donc c'est le but d'offrir une source authentique des adresses en Belgique. Il y aura bientôt une API de géocodage. Ce qu'il existe déjà maintenant, c'est la possibilité de télécharger dans un CSV ou dans un XML l'intégralité des adresses disponibles en Belgique, et donc on a typiquement un CSV par région. Donc et là-dedans on a comme information que le numéro 6 de la place Jean-Louis Tisse à 1065 Gênes se trouve aux coordonnées géographiques que l'on a ici. Donc ça ne permet pas réellement de faire du géocodage parce qu'il faut arriver à mapper les adresses qu'on a en input à ces adresses-ci, mais voilà, ça peut déjà être très utile dans un certain nombre de situations. Alors, oui, bon, il faut savoir, enfin, vous savez certainement que la Belgique est divisée en un certain nombre d'entités géographiques. Et il y a grosso modo 2 organismes qui définissent comment on découpe les régions. Enfin, en tout cas, c'est clair qu'il y a des régions, il y a des provinces, et puis il y a des arrondissements, et puis il y a des communes. Et puis les communes peuvent encore être divisées, et on a 2 organismes qui divisent ces choses-là. Il y a la Poste, d'un côté, qui a un schéma qui considère qu'on a des communes principales, et puis un certain nombre de localités, et qui va attribuer un code postal. Alors le code postal, il peut être attribué soit à la localité, soit à la commune principale. Donc par exemple, la commune de Bruxelles-Ville a 4 localités. La localité de 1000 Bruxelles, la localité de 1020 Laken, 1120 Onderverbeek et 1130 Haren. Vous avez d'autres communes, par exemple Gemep-sur-Sambre, dans la province de Namur, qui a également un certain nombre de localités, mais qui, elles, ont toutes le même code postal. Et puis, vous avez encore d'autres communes comme Assès, qui a un certain nombre également de localités, dont 3 qui ont le même code postal 5330, Assès, Mélone, Saint-Bernard, et puis une série d'autres qui ont d'autres codes postaux. Donc cette notion de code postal, donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'identifiant dans le système postal numérique unique pour une commune. On a uniquement une dénomination. Il y a 581 communes à l'heure actuelle en Belgique. Et pour identifier une localité, il faut la combinaison du code postal et du nom de la localité, parce que le code postal n'est pas suffisant. On le voit ici pour la notion de Gemep-sur-Sambre. Et le nom de la localité n'est pas suffisant non plus. On a un certain nombre de communes, par exemple Haren, il y a 3 Haren en Belgique. Il faut vraiment la combinaison des deux. On a presque 1200 codes postaux et pas loin de 3000 localités. Il faut également savoir qu'il y a un certain nombre de codes postaux, ce qu'on appelle spéciaux, comme l'OTAN, la RTBF, le Parlement, Saint-Nicolas, enfin voilà, toutes ces entités-là ont des codes postaux spéciaux. Ça, c'est le système postal. Et d'un autre côté, on a la version statistique qui vient du SPF Economy au travers de StatBel. On a de nouveau 581 communes, mais qui cette fois-ci sont identifiées par un numéro NIS, ce qu'on appelle NIS 5, donc un numéro NIS à 5 chiffres. Et les communes sont divisées en sections qui ont chacune un NIS 6, donc un code NIS à 6 chiffres, qui ne sont pas les mêmes que les entités. Donc si je prends l'exemple de la commune de Bruxelles-Ville, on a bien comme section Haren, Overbeek et Laken qu'on avait de l'autre côté, mais la localité de Bruxelles dans la commune de Bruxelles-Ville est découpée en 4 sections par le schéma statistique. Donc il n'est pas possible de faire un mapping entre des zip codes et des numéros NIS 5 ou 6, puisqu'ils ne sont pas au même niveau. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de codes spéciaux pour l'OTAN, etc. dans le système de StatBel. Ok, donc NIS NIS et pas bien sûr c'est pas le NIS au sens numéro national d'une personne, hein, c'est bien le numéro NIS de la commune. Voilà, donc on a un premier aperçu du type de données que l'on va considérer dans la suite. Ces données, typiquement, on peut être amené à les stocker dans une base de données, et si on a la possibilité d'avoir une base de données géographique, ce qu'on va voir tout de suite, on a pas mal de possibilités supplémentaires. Donc le concept de jointure spatiale, il faut d'abord se rappeler ce que c'est le concept de jointure classique, enfin au sens classique du terme dans les bases de données. Donc
mettons que vous ayez une table, je dis dans une base de données à la SQL, etc., mais ça pourrait être dans un tableau Excel, on peut arriver à faire à peu près la même chose. Vous avez une première table avec des observations, A, B, C, D, etc., les petits points géodésiques, et qui sont chacune associées à un code postal. Et dans une autre table, on va avoir les provinces correspondant à chacun de ces codes postaux, avec une jointure classique, c'est-à-dire un left join en SQL. On va pouvoir générer la table suivante qui enrichira, on va dire, la table des observations avec la province correspondante. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec une jointure classique. Si on a une base de données géographique, on pourra également avoir je vais montrer un exemple tout de suite, réellement des objets géographiques qui seront des cellules, on va dire, de ma base de données. Et mes différents points ici, je pourrais dire que le point A correspond, enfin, l'observation A se situe au point A, l'observation B, etc. Et d'un autre côté, je pourrais avoir une table qui reprend les provinces, et non plus la liste des codes postaux, mais réellement le polygone qui définit exactement la frontière de chacune de chacune de ces provinces. Avec une jointure classique qui peut être faite, par exemple, dans une base de données PostGIS. Donc PostGIS, c'est Postgre avec un add-on, on va dire, une extension de PostGIS qui va d'une part ajouter la possibilité d'avoir des objets géographiques, mais également des mots-clés comme le ST Contents ici. Donc, on fait de nouveau un left join et cette fois-ci plus avec l'égalité entre deux concepts, mais je joins ma table observation à la table province si l'objet de ma province, l'objet géographique de ma province englobe, contient le point de mon observation. Donc, on aura alors à ce moment-là le résultat ce sera une table dans laquelle on a la province associée à chaque point. Alors, donc, ces opérations booléennes, ces opérations spatiales dont j'ai parlé du fait de contents, donc un objet qui contient un autre. On a les symétries qui est within, un objet qui est à l'intérieur d'un autre. On a également la possibilité de faire une jointure si deux objets ont une intersection entre eux ou si deux objets se touchent l'un à l'autre. Il y a également plein d'autres mots-clés qui existent. Et une fois qu'on a associé deux records, on va dire, d'une table avec une autre, on a potentiellement des objets géographiques des deux côtés. On va pouvoir les combiner d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en calculant l'intersection, donc la zone qui se trouve ici entre les deux, la différence, donc la zone un polygone moins tout ce qui est commun avec l'autre, ou bien l'union, qui est vraiment la région la plus globale. Alors, pour voir concrètement ce qu'on pourrait faire avec ceci, j'ai été prendre donc sur le site de Bipost les frontières de chacun des codes postaux en Belgique et je les ai introduits dans une base de données dans une base de données PostGIS. Et d'un autre côté, j'ai trouvé sur data.belgium.be un dataset qui venait de l'agence du numérique, donc une agence wallonne, qui a mis en open data une liste avec les coordonnées géographiques du centre de chaque code postal. Donc j'ai voulu me poser la question, faire l'exercice de dire tiens, est-ce que le centre du code postal défini par l'agence du numérique tombe toujours bien au milieu du polygone défini par la Poste. Et donc, pour ce faire, j'ai donc fait la jointure que je viens de vous montrer avec un content qui m'a permis de montrer, voilà, de retrouver, de faire la jonction entre le polygone d'un côté et les points qui sont inclus de l'autre. Alors, je vais montrer ça dans... donc ça, c'est dbeaver, donc un outil très classique de gestion de base de données. Et donc, j'ai ici ma première table avec les polygones. Donc, le code postal zip, il est représenté par un polygone que j'ai ici à droite. Et ce qui est intéressant avec dbeaver, c'est que on peut voir, il faut qu'il se réveille un petit peu, voir sur une carte ici à droite, voilà, le polygone qui correspond à 1000 Bruxelles. Je peux regarder le polygone qui correspond à 1030, donc pour Scarbeck, etc. Et puis d'un autre côté, on a ma base de données avec les points. Donc XL, on me dit que, enfin 1030 XL, le centre se situe ici, etc. Donc ma jonction entre les deux, je le fais avec ma requête qui se trouve ici. Donc c'est en gros ce que je vous ai montré là. On fait un contest entre les deux. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est les cas où il y a un mismatch, où les deux ne sont pas d'accord. Donc si j'exécute ceci,
Donc ça va relativement vite. Je peux par exemple voir que la frontière de 1130 selon la poste englobe le point Aren 3700 arrêt. Donc mon Aren ici. Donc on a Aren ici et puis on a un point ici qui se trouve à l'intérieur. Mais donc j'ai le polygone Aren et j'ai le centre du zip code 3700 Aren. Donc là, déjà on peut se dire qu'il y a manifestement un problème avec les données de l'agence numérique qui a mis qui a mis au centre de 1130 Aren la position de 3700 Aren. On a d'autres cas comme ça avec le polygone de 1541, donc Sint-Pieters-Capellen, qui englobe le centre, selon l'agence numérique, de Drie-Capellen, 8600 Drie-Capellen qui se trouve ici. Et donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a donc les deux ensemble, on voit bien qu'ils sont l'un dans l'autre. Si je regarde que le point ici, ce que j'observe, c'est que le point se situe au fait Drie-Capellenstraat. Voilà. Vous avez plein d'autres exemples comme ça, dans lesquels, par exemple, l'art a été localisé à une rue qui s'appelle l'art. Berck a été localisé à une rue qui s'appelle Berck. Donc ma supposition, c'est que l'agence du numérique a simplement envoyé la liste de toutes les localités à un géocodeur, je ne sais pas lequel, et a pris la réponse du géocodeur sans trop se soucier de savoir si elle était correcte ou non. Voilà. Donc, enfin, il y a d'autres exemples dans les mêmes datasets. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est voir. Donc, je vous ai dit que les communes étaient à la fois définies par Stadbel et par Bipost, et j'ai aussi voulu savoir si ils étaient finalement d'accord au niveau des frontières. Donc, on a d'un côté les frontières définies des communes définies par Bipost, et donc ceci correspond à un agrégat, on va dire, de différents codes postaux au niveau de la commune, et on a de l'autre côté Stadbel qui définit les frontières. Donc, en faisant également une jointure spatiale et un certain nombre de paramétrages que je ne vais pas détailler ici, on a pu identifier pas mal de situations dans lesquelles il y avait un désaccord entre les communes définies par Bipost et les communes définies par Stadbel. Alors, il y a un certain nombre de désaccords qui sont par exemple, qui sont assez, on va dire, naturels, explicables, entre guillemets. Par exemple, toute la commune de la Côte, Stadbel inclut la plage dans la côte, ou en tout cas, on peut dire, prend la plage à marée basse, alors que Bipost ne prend pas la plage, ou la prend à marée haute. Bon. Il y a des situations qui sont tout à fait connues, peut-être pas du grand public, mais par exemple 10-40, c'est pas uniquement Etterbeek, c'est Etterbeek plus une partie d'un quartier de Bruxelles. 10-50, c'est XL plus l'avenue Louise qui se situe sur la commune de Bruxelles, etc. Mais on a également un certain nombre de relatives incohérences avec des morceaux de territoire qui sont des morceaux souvent de forêt, des zones peu habitées finalement, mais qui sont d'après Bipost d'un côté et d'après Stadbel de l'autre. En tout cas, d'après deux sources d'une certaine façon authentiques, il y a un désaccord entre ces différentes sources. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jointure spatiale? Ici, je voulais illustrer en mettant en avant des problèmes de détection d'anomalies. Mais on peut également utiliser pour vraiment enrichir, donc attribuer un code postal ou n'importe quelle, ou une commune, une province, un arrondissement à chaque point d'une liste, point qui aurait pu être éventuellement détecté par géolocalisation d'un téléphone ou ce genre de choses-là. On va voir un peu plus tard dans la présentation qu'en les combinant avec une courbe isochrone, on peut faire un certain nombre d'autres choses. Voilà, donc on a terminé cette première partie qui permettait grosso modo de collecter des données et de les stocker. On va maintenant rentrer vraiment dans la partie analytique, statistique analytique. Si éventuellement il y a déjà l'une ou l'autre question, Peter, Oui, j'ai vu qu'il y avait des choses qui passaient sur le chat, mais j'ai pas eu oui, le temps oui. de suivre. Mais... Oui, il y a Dylan qui demande, dans le cas d'un host on-premise, comment sont mises à jour les informations utilisées par le moteur de géocodage? Ok, Il fait référence à des rues qui changent de c'est ça, nom bien sûr. et Oui. tout cela. Alors, dans le cas de OpenStreetMap, c'est entre guillemets assez simple parce que OpenStreetMap publie à fréquence régulière des deltas. Et il suffit de télécharger ces deltas pour mettre à jour sa base de données. Et dans le Docker que OpenStreetMap fournit, il y a les outils pour
encore incorporer ces deltas et les remettre, enfin, et les incorporer dedans. Donc, OpenStreetMap, c'est assez simple. Best adresse en on-premise, je ne peux pas encore le dire parce que c'est vraiment trop frais pour savoir comment ça se passerait, mais a priori, il devrait aussi pouvoir fournir des deltas. Ok. Une question de Jacques. Que se passe-t-il si un point géographique possède des adresses en néerlandais et en français, par exemple à Bruxelles? Donc, les géocodeurs, enfin, tous les géocodeurs sont capables de faire le géocodage d'une adresse donnée dans n'importe quelle langue, entre guillemets, qui est d'application à l'endroit où on est. Après, le résultat qu'on va recevoir, la version numérique, la version, pardon, textuelle, donc j'envoie av.fontsni26, je vais récupérer un résultat. Là, en général, soit on donne un paramètre dans la requête de l'API en disant je veux avoir une préférence pour le français ou une préférence pour le néerlandais, soit on ne précise pas ça et le géocodeur va par défaut fournir la langue pour OpenStreetMap en tout cas c'est le cas, par défaut ils vont donner la réponse dans la langue du territoire sur lequel on se trouve. Et voilà. Alors Bruxelles, on peut dans pas mal de cas obtenir toutes les versions, les différentes langues, voire même des langues plus locales ou ce genre de choses-là. Dans OpenStreetMap, il y a beaucoup de variantes d'une même rue avec les noms raccourcis, les noms avec les initiales, avec les prénoms, etc. OpenStreetMap rend toutes les variantes en précisant qu'est-ce que c'est, donc on peut choisir ce qu'on veut là-dedans. Et la dernière question de Dylan concernant l'API isochron Mhm. dans le cas d'OSM, je Oui. suppose que c'est une estimation sur base des limites de vitesse sur les routes. Oui, donc Isochrone OpenStreetMap ne le permet pas. Ici, j'ai utilisé Here et effectivement, oui, ils utilisent de la même façon que quand on calcule un itinéraire, ils utilisent les vitesses supposées le long de l'itinéraire, le temps de parcours. Ici, ce sera la même chose, mais ce sera en fonction de ce qu'on veut faire. Mais une courbe isochrone il y a une variante de la courbe isochrone qui dit je veux voir quel est le territoire qui est accessible en 5 km par exemple, et pas en un temps. Et à ce moment-là, il n'y a plus de vitesse qui rentre en compte. Tout ce qui se situe à 5 km, pas à vol d'oiseau bien sûr, mais le long d'un itinéraire. Et je suggère qu'on se termine ici avec les questions. Vous pouvez Oui, continuer avec le partie deuxième. Les autres questions, on va traiter à la fin. à la fin. OK. C'est parfait. OK. Bien, alors on va vraiment utiliser maintenant ces données géographiques pour en faire des choses plus analytiques et plus statistiques avec le premier concept qui est le concept d'autocorrélation spatiale. Pardon. Donc, c'est quoi le concept d'autocorrélation spatiale? C'est ce qui va nous permettre de voir si la valeur d'une observation, que j'appelle A ici, est liée aux observations voisines géographiquement. Donc, d'une certaine façon, dans quelle mesure un indicateur a une composante géographique. Donc, si je prends par exemple le salaire moyen d'une commune, est-ce qu'on a plus de chances d'observer un salaire élevé dans une commune si ces communes voisines ont également un salaire élevé? Ou bien est-ce que la dépendance géographique d'un indicateur est plus forte que la dépendance géographique d'un autre indicateur? Ça, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Donc, souvent, visuellement, c'est assez clair, mais on va essayer de le formaliser. Donc, visuellement, je montre deux cartes ici. La carte de gauche, on a toutes les communes, les 581 communes de Belgique, et à chaque commune, j'ai assigné dans la carte de gauche un indicateur aléatoire entre 0 et 1. Alors que dans la carte de droite, j'ai mis le niveau moyen, le niveau de revenu moyen dans les déclarations, ça des données qui viennent du fisc. Donc, de façon assez évidente, on voit bien que les deux cartes n'ont pas la même tête. On voit bien que, par exemple, le sud de Bruxelles ainsi que son pourtour ont des salaires plus élevés que les régions tout près du Luxembourg. On a également des salaires moyens plus élevés, etc. Donc, on voit visuellement qu'il y a une dépendance géographique, mais on va essayer de le formaliser ici. Donc, avant de comprendre bien le concept d'autocorrélation spatiale, il faut bien comprendre ce que c'est le concept de corrélation au sens classique du terme, au sens statistique du terme. Donc, la corrélation au sens classique du terme, c'est ce qui caractérise le niveau de liaison qu'on va avoir entre deux variables ou plus. Ici, je vais me contenter de deux. Donc, deux indicateurs, on va dire. Par exemple, je m'intéresse à la relation qui existe entre le niveau d'éducation et le revenu moyen.
je prends ici dans mon graphique, chaque point représente une commune en Belgique. Sa position sur l'axe des X ici représente la proportion de la population qui a un diplôme de l'enseignement supérieur. Et sa position en hauteur représente le revenu moyen de la commune. Donc on voit par exemple ici, on voit par exemple que le salaire moyen, qu'il y a une corrélation assez forte entre le salaire moyen et le degré d'éducation. Je prends un autre indicateur ici avec, pour les mêmes communes, d'un côté la proportion de la population qui est indépendante et qui a le statut d'indépendant, et de l'autre la proportion de population qui est née à l'étranger. Là, on ne peut pas établir de corrélation entre les deux. On peut également avoir une corrélation qui dans l'autre sens, entre guillemets. Ici, on a la proportion de la population qui est mariée avec la proportion de la population qui est sans emploi de l'autre côté. À nouveau, on a une corrélation. Plus, dans le premier cas, plus une des variables est haute, plus l'autre a des chances d'être haute. Dans le dernier cas, plus la première variable est haute, plus l'autre a une chance d'être basse. Donc ici, on parle bien de corrélation. Connaître une indication connaître une valeur de A permet de donner une indication sur B. Hein. Si je vous dis j'ai une commune qui n'est pas placée là-dedans et un niveau d'éducation proportion 8 degrés à 50%, je m'attends à ce que le salaire soit plutôt dans la fourchette haute. Mais ça ne me donne pas de notion de causalité. Je ne sais pas si c'est A qui cause B. Je ne sais pas si modifier A aura un impact sur B. Par exemple, il est très peu probable dans ma carte de droite ici que si vous favorisez le mariage, vous allez favoriser le taux d'emploi. Voilà, c'est certainement deux variables qui sont corrélées à d'autres choses. C'est un phénomène plus complexe que simplement l'un qui implique l'autre. Donc, on a ici vraiment juste la notion de corrélation. On ne sait pas s'il y a de la causalité. Ça, c'est toute une autre question, on va dire. La formalisation de la corrélation peut se faire au travers de coefficients. Il en existe plusieurs, mais un des plus classiques, c'est le coefficient R de Pearson, qui est d'une valeur qui vaut 1 si la corrélation est parfaite. Donc, dans le cas, connaître une variable, la valeur de A permet de déterminer exactement la variable de 2. Donc, 1, c'est parfait. 0, c'est aucune corrélation. La valeur de l'un donne aucune indication sur la valeur de l'autre. Et moins 1, c'est même chose, corrélation parfaite, mais avec une pente descendante. Ok, donc là, on parle de choses qui n'étaient pas du tout géographiques. On va maintenant commencer à plus regarder les choses géographiques. Et on a d'abord besoin de comprendre le concept de ce qu'on appelle le décalage spatial ou le spatial lag. Le spatial lag d'un secteur géographique, dans notre cas une commune, c'est simplement la moyenne de la valeur qui nous intéresse de tous les secteurs qui sont voisins, sans tenir compte du secteur en question. Donc, par exemple, ma zone bleue claire ici a une spatial lag de la moyenne de 3, 4, 6, 7 qui vaut 5. Ici, on a besoin de notions géographiques parce que pour calculer ça, il ne suffit pas d'avoir la liste de tous des revenus moyens de toutes les communes. Il faut savoir quelle commune est voisine avec quelle commune. Donc, il y a réellement un calcul géographique à faire. Il y a des outils qui permettent de faire ce genre de choses-là. Donc, une fois qu'on a pour chaque commune calculé son spatial lag, sa dépendance spatiale, on peut évaluer s'il existe une corrélation, au sens classique du terme, entre une valeur et le spatial lag. Donc, est-ce qu'il existe une corrélation classique entre l'indicateur pour une commune et l'indicateur moyen pour ses communes voisines? Dans mon graphique de gauche ici, j'ai repris mes deux indicateurs pour le cas random, donc indicateur donné tout à fait aléatoirement. On voit qu'il n'existe aucune corrélation entre mes deux variables, ce qui n'est pas étonnant. Il n'y a pas de composant géographique si on attribue les choses de façon tout à fait aléatoire. Et on a un R qui est très faible ici, 0,09. Dans le cas du revenu moyen, on voit ici qu'il y a une corrélation qui est très forte qui est très très nette le long de l'axe ici entre une commune et son commune voisine, qui permet de vraiment formaliser ici le fait qu'il y a une forte dépendance spatiale du revenu moyen. J'ai pris un autre indicateur ici qui est la superficie d'une commune, qui montre qu'il y a une corrélation assez forte, mais pas aussi forte que pour le revenu moyen, qui grosso modo dit que, on a une petite commune a plus de chances d'être entourée de petites communes et une grande commune a plus de chances d'être entourée d'une grande commune en termes de superficie. Mais ce n'est pas aussi fort que pour le revenu. Voilà, donc ça, c'est une première façon de mesurer la corrélation spatiale entre
l'autocorrélation spatiale, enfin oui, la corrélation géographique, l'indicateur géographique d'une composante. Il y a une autre façon de le faire qui est ce qu'on appelle l'autocorrélation globale. Je vais vous montrer ici sa version binaire. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de calculer un indicateur global, une valeur numérique qui va me dire à quel point mon indicateur a une composante spatiale. Comment on va faire ceci? Dans une première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir chacune des valeurs entre deux valeurs, 0 ou 1, noir et blanc, suivant que la valeur est inférieure à sa médiane ou supérieure à sa médiane. Donc, sauf si la médiane correspond à beaucoup de valeurs, grosso modo, on aura 50% des valeurs en noir et 50% des valeurs en blanc. Donc ceci, je reprends mon revenu moyen. Chacune de mes communes ici a noir veut dire, on va dire, pour simplifier, noir haut salaire, blanc bas salaire. Ce que je vais ensuite faire, c'est compter le nombre de jonctions, ce qu'on appelle une jonction black-black. Donc c'est quoi une jonction black-black? C'est quand une zone noire touche une autre zone noire. Donc ça, c'est une jonction black-black. Ici, on aurait une jonction black-white et ici, on aurait une jonction white-white. Donc combien de jonctions black-black on a pour mon indicateur ici? Donc voilà, je peux calculer ça. Je sais que ça vaut 646 pour le main income, ça vaut 601 pour le 8 degrés, hein, donc la proportion avec un diplôme d'enseignement supérieur, 580. Ok, bon, ben c'est bien, mais est-ce que c'est haut ou est-ce que c'est bas? Ben, pour pouvoir savoir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un indicateur aléatoire, donc taper au hasard 0 ou 1, et voir où on se situe par rapport à ceci. Donc, plus concrètement, j'attribue de façon tout à fait aléatoire, noir ou blanc, à l'ensemble de mon territoire et je compte toutes les jonctions black-black ici. Donc, une petite ligne rose, c'est une jonction black-black. J'en ai 417. Ben, je reporte ça sur mon comptage ici. Je fais un autre tirage. Tout à fait aléatoire. J'ai combien cette fois-ci? J'ai 425. OK, 425. Je fais un troisième tirage, etc. Donc, je vais comme ça faire un très grand nombre de tirages. Typiquement, on va en faire de l'ordre de 1000. Et au fur et à mesure que je fais mes tirages, je vais avoir une distribution qui va commencer à apparaître, qui va me permettre de dire que mais si on n'avait pas de dépendance spatiale, si on faisait les choses de façon tout à fait aléatoire, on aurait une valeur qui devrait se trouver dans la courbe rose qui est en train de se dessiner ici. Donc ma gaussienne ici qui va commencer à apparaître. Donc, ma gaussienne dont je viens de vous parler, après avoir fait 1000 tirages aléatoires, elle a cette forme-ci. Et donc, en moyenne, dans un cas tout à fait aléatoire, on serait de l'ordre de 400, un peu moins que 410 ici. Donc ça, c'est ma distribution sans aucune dépendance spatiale. Dans le cas du revenu moyen, on se situe ici. Donc, on est très, très loin de la distribution. Ça veut dire qu'on a une probabilité extrêmement faible d'être arrivé à ce comptage-là en n'ayant eu aucune dépendance spatiale. Le revenu, ça c'est le revenu moyen, le revenu médian il est un peu plus faible, la proportion de la population avec 1 degré elle est encore un peu plus faible, etc. J'ai même un indicateur ici qui compte le nombre de voitures par ménage qu'on a ici. Donc le nombre de voitures par ménage est assez loin de la distribution aléatoire, mais pas aussi loin que le revenu moyen. Donc la distance à cette gaussienne me permet de montrer à quel point mon indicateur est géographiquement dépendant ou pas. Voilà, donc ça c'est une deuxième façon de faire après la comparaison avec le spatial lag. Une troisième façon de faire, je ne rentre pas vraiment dans les détails ici, c'est ce qu'on appelle l'autocorrélation locale et qui va permettre de calculer un indicateur qui sera non pas global, mais associé à chaque secteur. Pour faire simple, l'idée c'est que si le voisinage est proche de la moyenne, on est non significatif, c'est toutes les zones en gris ici. Si on a une zone qui est avec un revenu haut, donc, revenu haut entouré d'un voisinage avec un revenu haut, on a ce qu'on appelle un hotspot. Bas entouré de bas, on a toute la zone bleue ici. Et puis on a les diamonds, c'est-à-dire par exemple ici, c'est-à-dire c'est une zone avec un indicateur élevé entouré d'indicateurs plutôt bas. Et les donuts, c'est une zone basse entourée d'indicateurs plutôt élevés. Donc ça, c'est un peu les anomalies qu'on va pouvoir identifier comme ceci. Donc l'autocorrélation permet vraiment d'objectiver la dimension géographique d'une métrique. On a vu trois méthodes, soit utiliser la corrélation classique entre une valeur et son spatial lag, soit l'autocorrélation globale avec cette cloche qui permettait de voir à quel point globalement on était loin du tirage aléatoire, et l'autocorrélation locale qui permet de voir pour chaque secteur à quel point ce secteur-là est dépendant spatialement.
On a vu qu'on pouvait aussi identifier des anomalies. J'insiste à nouveau qu'on détermine ici une corrélation, pas forcément une causalité, mais c'est déjà une première étape. On l'a fait avec des secteurs ici, on peut généraliser avec des points. Je ne donne pas plus de détails ici. Voilà, donc autocorrélation spatiale, une approche statistique des données. On va maintenant s'intéresser à deux cas plus d'analytique. Donc, ma première situation ici, c'est la question que je me pose. Quel est le territoire ou quelle est la population qui est atteignable à partir d'un ensemble de points, qu'ils soient des hôpitaux, des antennes locales de l'ONEM, d'un CPS ou n'importe quoi, ou les domiciles d'agents qui doivent aller faire des contrôles sur le terrain. On va supposer dans mon exposé ici un déplacement en voiture, mais on pourrait étendre à pied en transport en commun ici. Et on va combiner ceci avec le concept de courbe isochrone dont j'ai déjà parlé. Le use case que je vais supposer ici, c'est l'organisation des services d'urgence à Bruxelles, en particulier les SMUR, donc service mobile d'urgence et de réanimation. Donc le médecin qui vient dans une voiture en cas de situation grave en renfort aux ambulances. On a à Bruxelles 10 départs. Il y en a 3 qui sont en alternance une semaine sur 3. Donc on a 7 départs qui sont ouverts tout le temps et il y a 3 départs, l'hôpital de Delta, l'hôpital de Saint-Jean et l'hôpital d'Ixelles qui, quand un est ouvert, les deux autres sont fermés. L'analyse ici, évidemment, est très simplifiée pour des raisons pédagogiques. Donc, il ne faut pas tirer de conclusion sur, évidemment, ce que je vais présenter ici, mais vous avez plus de détails dans les slides en bas. Donc, premier point de départ, je collecte mes points de départ des différents murs. Bon, il y a Saint-Luc, il y a Saint-Pierre, etc., Delta, Saint-Jean, donc j'ai 10. Et je les identifie à 3 scénarios. La semaine de Delta, la semaine de Saint-Jean, la semaine XL. OK, durant la semaine de Delta, tous ceux-là sont actifs, sauf Saint-Jean XL, etc. Ces adressages, je vais dans un premier temps les géocoder pour les localiser sur ma carte. Les points bleus foncés sont actifs tout le temps, et puis on a les 3 zones qui sont actives en alternance. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais calculer des courbes isochrones sur un délai, je me fixe, pour commencer 5 minutes, à partir de chacun de ces points-là. J'ai donc mes différentes courbes isochrones de 5 minutes à partir de chaque point de départ du SMUR ici sur la droite, et puis je vais combiner ces différentes courbes avec des opérations spatiales pour obtenir la carte qui me donne ici la zone qui est accessible en 5 minutes. Alors évidemment, c'est 5 minutes à une distance de voiture normale, un SMUR irait plus vite, et donc ces 5 minutes correspondent peut-être à 3 minutes. Bon, ça c'est une adaptation qu'il faudrait faire. Donc en bleu ici, c'est toutes les zones qui sont accessibles, quelle que soit la semaine, en 5 minutes. En vert ici, la zone qui est accessible que la semaine d'ouverture de Saint-Jean. En rouge, que la semaine de XL, orange, Delta, et la zone ici, accessible les 2 semaines. Je fais ce calcul-là pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, enfin l'intervalle qui m'intéresse, et ça va me permettre d'obtenir ce genre de vidéo, d'animation, entre guillemets, qui permet de voir pour chaque timing qu'on s'est donné. Donc, par exemple, voilà, en 8 minutes, on voit les zones qui sont accessibles dans les différents scénarios. Donc ça me donne une vue globale, mais c'est intéressant de pouvoir un peu formaliser à quoi correspondent ces vues globales. Et pour ce faire, je vais sortir ici et montrer le graphique ici. Donc, ce que m'indique mon graphique ici, mes 3 courbes correspondent à mes 3 scénarios. Et j'indique ici, par exemple, qu'en 8 minutes, 71% du territoire est accessible la semaine de Delta, 65% la semaine d'XL et 64,8% la semaine de Saint-Jean, etc. Donc pour tous les timings de 0 à GT jusqu'à 15 minutes ici. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que selon les hypothèses simplistes du scénario ici, il n'y a presque pas de différence entre les scénarios Saint-Jean et XL en termes de pourcentage de territoire couvert, pas forcément en termes de quel territoire, hein, ils ne couvrent pas le même territoire, mais ils couvrent le même pourcentage de territoire. Delta, par contre, se démarque, quel que soit le temps d'intervention, assez honnêtement. On peut aussi voir qu'à partir de 14 minutes, il n'y a plus aucune différence de couverture territoriale des différents scénarios. Donc là, on a simplement eu un aperçu global de la couverture du territorial, le territoire qui est couvert en pourcentage de territoire. Mais ce n'est pas parce que le territoire est couvert que la population est couverte. On peut constater que la semaine, en 10 minutes, le bénéfice de la semaine de Delta, c'est essentiellement ce qui se trouve ici, c'est-à-dire la forêt de soins,
zones dans lesquelles il n'y a pas d'habitants. Donc, ce serait intéressant de voir un peu plus à quel point la population est effectivement plus couverte d'une semaine, d'une semaine à l'autre. Et donc, pour ce faire, je me suis servi des données de StatBell qui permettent de connaître la population par secteur statistique, grosso modo par quartier, et avec le concept de jointure spatiale qu'on a vu un peu plus tôt dans la présentation, je vais pouvoir faire un peu de calcul de qui habite là. Et donc, on va devoir un peu approximer les choses. Donc, la courbe bleue ici m'indiquerait par exemple une de mes courbes isochrones. L'ensemble de mes secteurs qui sont ici en vert, je sais qu'ils sont complètement couverts, ils sont complètement englobés là-dedans. L'ensemble de mes secteurs rouges, j'en sais qu'ils ne sont pas du tout couverts. Et puis, il y a l'ensemble des secteurs qui sont coupés par ma courbe. Donc, on peut avoir plusieurs scénarios. Soit on est assez pessimiste et on se dit que systématiquement, l'intégralité de la population habitait en fait en dehors de ma courbe. Soit on est au contraire optimiste et on dit oh non, ils habitaient tous à l'intérieur. Soit on est plus réaliste et on se dit que si ma courbe isochrone prend 30% du territoire, elle va aussi également couvrir 30% de la population. Ce sera sans doute pas valable pour chacun des secteurs, mais en moyenne sur l'ensemble, on peut se dire que c'est une approximation raisonnable. Donc, je peux reprendre ma courbe de tout à l'heure et un peu l'enrichir ici avec ces hypothèses-là. Donc le haut de les lignes correspondent à mon hypothèse centrale, et puis on a le haut de la courbe, le upper bound et le lower bound qu'on a ici en dessous. Ce qu'on peut observer, c'est que par rapport à la situation d'avant, de nouveau, Saint-Jean et XL sont presque pas distinguables. Par contre, Delta est toujours un peu meilleur, mais pas autant que ce qu'il l'était si on ne tient pas compte de la population. Voilà, donc on peut un peu, et finalement au total, on voit de ce point de vue-là relativement peu de différence entre les différents scénarios, surtout si on regarde à partir de 8-9 minutes, qui correspondrait sans doute à 5-6 minutes du temps d'intervention d'un SMUR. Voilà, donc ça c'était un premier exemple d'analytique, de choses qu'on peut faire un peu plus avancées avec des données des types géographiques. Mon deuxième exemple va plus s'intéresser à des notions de détection de fraude. Et j'ai pris comme exemple des données qui viennent de l'ONSS, de l'application Check-in Network. Donc, Check-in Network, c'est une application que les travailleurs sur des chantiers essentiellement, mais il y a d'autres secteurs comme le nettoyage ou le secteur de la viande, qui doivent déclarer leur présence sur un chantier au moment où ils commencent à travailler. Donc, ceci peut se faire soit en direct, c'est-à-dire en arrivant sur le chantier, on scanne un QR code, soit à l'avance par un secrétariat. L'ONSS constate qu'un certain nombre d'entreprises ont plutôt la tendance à systématiquement faire un checking de tous leurs travailleurs sur tous les chantiers actifs à ce moment-là. Par prudence, entre guillemets, parce que si un contrôleur arrive alors qu'un travailleur n'est pas déclaré, il y a une grosse amende à la clé, alors que si un contrôleur arrive et qu'il y a un travailleur déclaré qui n'est pas là, on peut très bien dire qu'il vient de partir sur un autre chantier, donc par prudence, il préfère faire ça. Mais l'analytique ici va nous permettre d'identifier ce genre de situation-là. On pourrait aussi identifier un problème similaire d'un médecin qui enverrait des certificats, un médecin généraliste qui enverrait des certificats à des personnes qui sont anormalement distantes les unes des autres, puisqu'a priori, un médecin généraliste va plutôt avoir des patients proches de lui. Il y a eu un cas qui a marqué pas mal l'actualité dans le cas du Covid avec des certificats de vaccination. C'est le même genre de choses qui pourraient être faites ici. Donc, en entrée, qu'est-ce que je vais avoir ? Pour une date en particulier, j'ai une liste, tel travailleur travaille sur tel place of work, donc chantier, avec un statut, donc OK veut dire pas de souci, not OK veut dire il y a des suspicions d'anomalie à investiguer, cancel veut dire que finalement le travailleur a retiré son check-in, et le code postal. Donc dans le check-in network, on a également l'adresse complète, mais l'adresse complète ne va pas tellement m'intéresser ici. Je peux simplement me contenter du code postal parce que je veux juste avoir une idée de la répartition. Ça m'évite de faire du géocodage, obtenir le centre géographique de chacun des zip codes, c'est très facile à faire en faisant jointure avec les données BIPOST. Donc, juste le centre du code postal. Donc, si je prends un travailleur sur un genre en particulier, on rassemble tous ces points. Ça va par exemple me donner l'ensemble des points rouges que vous avez là, et puis un autre travailleur aura l'ensemble des points rouges que vous avez là. Ce qu'on va commencer par faire pour chaque travailleur, pour la date en particulier, c'est calculer ce qu'on appelle l'enveloppe convexe. Donc, c'est quoi l'enveloppe convexe? Bien, le principe est assez simple. C'est un peu comme si vous preniez une ficelle, un élastique, que vous entourez les points et puis vous serrez.
ça va vous donner le polygone convexe le plus serré qu'on puisse avoir autour des points. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette enveloppe convexe, c'est que son périmètre, donc la longueur totale de ma courbe en pointillé ici, va me donner une borne inférieure de la distance que le travailleur devrait parcourir si effectivement il passait par tous ces chantiers sur sa journée, avec un retour au point de départ. Donc pourquoi est-ce que c'est une borne inférieure? D'une part parce qu'on ignore les points qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, d'autre part parce qu'on fait les choses à vol d'oiseau, et puis en plus on suppose que le travailleur habite près d'un des points. Si le travailleur en rouge ici habitait en plus à Arlon, il aurait encore une distance à faire en plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier l'ensemble des travailleurs qui ont ce périmètre anormalement élevé, vraiment détecter les anomalies. Donc, on voit ici un exemple sont des données qui viennent réellement de chez Kinatorq. On a un travailleur ici qui, sur la journée, a déclaré une visite dans chacun de ces chantiers-là. Il aurait dû faire au minimum 704 km s'il n'avait fait que les points ici à l'extérieur. Un autre travail, en plus du travail qu'il doit faire évidemment sur les chantiers. Un autre travailleur ici aurait dû faire 690 km, etc. Donc ici, on montre pour une journée en particulier le top 6. On peut constater qu'on a plusieurs patterns qui sont strictement identiques. Les deux travailleurs ici ont exactement les mêmes déclarations, en tout cas au niveau des codes postaux. Et puis on a d'autres situations où c'est identique, sauf le statut d'anomalie éventuellement détecté. Et puis il y en a d'autres situations où on a des choses très très similaires. Ce pattern-là, à ce point-là près, est exactement le même que celui-ci. Donc pour un peu agréger ça, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est regrouper tous les travailleurs qui ont exactement le même pattern, donc les mêmes points. Pour cette partie-ci, je vais ignorer le statut. Donc, on peut identifier, par exemple, on avait un travailleur là, on en a 3 qui ont le même pattern ici, 9 qui ont ce pattern ici, 2 qui ont ce pattern-là, etc. Donc, on peut supposer que ces 3 travailleurs-là travaillent pour la même entreprise et que et 9 travailleurs-là, pareil, et que ces 3 et 9 travailleurs ont été déclarés par l'employeur partout systématiquement. Alors, pour encore un peu regrouper les choses, on peut observer qu'on a deux patterns très très similaires ici, à part un petit point ici, on n'a aucune différence. Pareil entre ces deux-là, il y a juste un petit point de différence entre les deux situations-là. On peut au nouveau essayer de regrouper des choses très similaires en utilisant le concept de similarité de Jacquard. Donc ça, c'est pas du tout géographique, c'est de la théorie des ensembles. La similarité de Jacquard entre deux ensembles, c'est le ratio entre la taille de l'intersection et la taille de l'union. Donc, si je prends mon exemple ici au milieu, on a 8 points. On a l'ensemble A qui couvre les 7 points ici à gauche, l'ensemble B qui couvre les 6 points ici à droite. En commun, ils ont 5 points. Au total, on a 8 points. Ça me donne une similarité de Jacquard de 62%. En utilisant ce concept de similarité de Jacquard, je peux regrouper des patterns particulièrement similaires qui me permettent de penser qu'il s'agit en fait de la même entreprise qui, juste un travailleur a été déclaré sur un chantier supplémentaire. Donc 97% de similarité, 93% de similarité ici. Voilà, donc ceci est un exemple relativement naïf pour plusieurs raisons, parce qu'on se contente de la localisation du code postal, qu'on ne regarde pas le statut, qu'on ne regarde pas le contenu de l'enveloppe, qu'on ne regarde qu'un seul jour. Mais en tout cas, ces choses-là auraient été difficiles à évaluer sans analytique géographique. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dedans. Donc là, pour le moment, ces semaines-ci, je travaille plus concrètement sur ce projet-là avec l'équipe d'inspection, le service d'inspection de l'ONSS pour voir comment est-ce qu'on peut un peu raffiner ça. Mais clairement, pour eux, il y a du potentiel, entre autres pour mettre en avant tout ce qui est usurpation d'identité. Attends, je vais essayer de couper Ouais. l'autre. C'est ça en WebEx. Voilà. Oui. Et ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas en mute. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Alors avant réellement de conclure, simplement mettre en avant le fait qu'il y a beaucoup d'outils, la plupart du temps open source ou en tout cas partiellement gratuits, qui permettent de faire tout ce que j'ai fait ici. Je n'ai utilisé pour toute cette présentation que des outils open source ou gratuits. Il y a des outils de programmation pour faire de l'analytique, de la visualisation. Il y a plein d'API qui sont disponibles. Il y a on va dire le leader open source des databases géographiques, c'est PostGIS, extension de Postgre, pardon. Il y a des outils desktop pour faire de la visualisation, de la cartographie comme QGIS, des outils pour faire de l'analytique comme Geoda. Voilà, je vous les mets ici pour référence.
Pour synthétiser cette présentation, donc on a parlé du concept de jointure spatiale dans le cas des bases de données qui permet de relier des polygones ou des points en contact, utile pour faire du data quality, mais également pour faire de l'enrichissement de données. On a parlé du concept d'autocorrélation spatiale qui permet de mesurer la dimension géographique d'un indicateur, à quel point on est proche de son voisinage. C'est utile pour faire des statistiques, mais également pour identifier des anomalies. On a parlé également du concept d'atteignabilité, donc voir le territoire ou la population qui est atteignable à partir d'un ensemble de points pour faire de l'analyse d'impact de fermeture ou d'ouverture de postes d'antenne, etc. Et on a fini par le concept de dispersion spatiale qui permettait d'identifier une étendue géographique anormale dans un cas particulier, qui permet certainement d'identifier de la fraude ou des anomalies. Pour vraiment conclure, donc, ce que je veux que vous reteniez finalement, c'est que les données géographiques sont très présentes dans les données administratives, qu'on peut les combiner avec beaucoup de données ouvertes, que ce soit des API ou des sources authentiques, qu'elles ont des spécificités qui peuvent réellement être exploitées, et que ce n'est pas du tout un secteur qui ne concerne que les spécialistes géographes, géologues, épidémiologistes et militaires, etc. Vraiment, voilà. Toutes les administrations ont, à mon sens, du potentiel à tirer de ces données géographiques. Ça a une plus-value pour faire de la statistique, pour faire de la détection de fraude ou d'anomalies, pour faire de l'analyse d'impact, pour faire de l'optimisation. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits ou open source qui sont en tout cas suffisants pour démarrer, peut-être pas pour de l'industrialisation, mais en tout cas pour démarrer. On a évidemment un organisme qui est l'Institut géographique national qui a énormément de ressources, de données, d'idées, de compétences. Il ne faut pas du tout hésiter à les contacter. Ils sont très réceptifs. Voilà, j'ai eu des très bons contacts avec eux. Et finalement, tout ce que j'ai pu faire là est à la portée de tout data scientist, tout technicien vraiment curieux. Si vous en voulez un peu plus, j'ai écrit une série de blogs sur la thématique que vous avez ici. Et avant de réellement passer aux questions, on s'est posé la question en interne. Il y a plusieurs thématiques que je n'ai pas eu le temps d'approfondir ici. Je pense en particulier au concept de base de données géographiques, mais également au principe de géocodage. J'aurais souhaité savoir, ou peut-être d'autres thématiques qu'on pourrait approfondir. Voilà, j'aurais souhaité savoir s'il y avait parmi l'audience un intérêt pour d'autres webinaires un peu plus avancés, spécifiquement dédiés à ces thématiques-là. Et pour ce faire, je vais demander à Peter de lancer un petit sondage de 2 minutes maximum. Oui, pendant la session, il y a eu quelques questions qui sont déjà répondues par des participants. Oui, très bien. Alors, je ne vais pas répéter ça, Oui. mais il y a une question de Pierre qui demande, le géocodeur de BOSA permet-il de géocoder en une fois un grand nombre d'adresses? C'est une bonne question. Honnêtement, je peux pas y répondre. J'ai pas encore réellement pu le tester, ce géocodeur, parce que voilà, j'ai appris qu'il y avait ce Docker la semaine passée. Et j'ai également appris la semaine passée qu'une version de test devrait être mise à disposition, une version du test du web service devait être mise à disposition mi-mai ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment tout frais. Je ne sais pas s'il y a des gens de BOSA dans l'assistante qui pourraient éventuellement répondre à la question. Je ne peux pas répondre. En tout cas, ce que je peux répondre, c'est que Nominatim Wrapper, donc le géocodeur, enfin la surcouche de Nominatim sur lequel on travaille, qu'on a développé pour un client, permet de faire du batch et on peut lui envoyer des grands volumes d'adresses à géocoder d'un seul coup. On peut soit l'appeler en one by one, soit l'appeler avec des batchs de plusieurs dizaines, voire centaines d'adresses. Et les performances sont très notablement augmentées si on travaille comme ça. Ok. Deuxième question de Philippe, c'est la carte des working papers du service d'études. Je ne sais pas situer cette question. Peut-être, Philippe, vous pouvez ouvrir votre microphone et préciser ce que vous voulez dire. Philippe? Bonjour, c'était pas vraiment une question, c'était juste que j'avais cru reconnaître une carte sur laquelle le service d'études a travaillé, c'est tout.
Ok. Donc, il n'y a Toutes pas de les question, cartes- en fait. Non, ok. Toutes les cartes que vous avez vues, c'est Mm. moi qui les ai faites en Python, disons. Donc, mais après, sur des données tout à fait open source, et donc, enfin, tout à fait, qui venaient de Stadbell pour l'essentiel. Donc, c'est possible que vous ayez Oui, j'ai reconnu récupéré les coloris et tout ça, c'est tout Voilà, à fait la même. les standards. Ok, voilà. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Ok. Et Jonathan demande, dans l'exemple SMUR, comment avez-vous défini les isochrones? ORS Tool, OSMR? Alors, j'ai utilisé l'API de IR Maps, donc le géocodeur de Nokia. Voilà, j'aurais envoyé les coordonnées, j'ai dit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça m'a donné des courbes et c'est comme ça que je les ai représentées. Donc c'est clair que c'est des isochrones pour des voitures classiques. Donc il y a une certaine adaptation qu'il faudrait faire pour parler de services d'urgence. Mon hypothèse, peut-être un peu simplificatrice, ce serait de dire qu'il y a sans doute un facteur multiplicatif à adapter. Peut-être que le SMUR va 30% plus vite qu'une voiture, je ne sais pas. Voilà, mais l'idée ici, c'est plus illustratif, hein. Je n'ai pas eu l'ambition avec ma présentation ici de montrer que une ou l'autre semaine pouvait être meilleure ou pas que l'autre. C'est une des briques qui permettrait de petit à petit répondre à la question. Ok. Alors, Steve qui demande, est-il possible en open source d'avoir le nom de la commune en fonction de latitude et de la longitude? Oui, c'est du reverse geocoding, ça, hein. Donc reverse geocoding, vous donnez les coordonnées et vous obtenez quelque chose de structuré qui va vous dire éventuellement c'est telle rue, tel numéro, dans telle rue, dans telle commune, et là vous avez l'information du code postal ou de la commune à ce moment-là. Enfin, ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, c'est si vous avez une base de données comme PostGIS avec les contours de tous les secteurs, ben, vous demandez, on peut faire une requête de dire dans quel polygone se situe le point en question. Et donc là, vous avez un record de votre database qui vous donne la commune ou n'importe quel secteur que vous avez dans votre base de données. Alors, Sam, il y a une question. Y a-t-il un connecteur des données? Je m'explique. Si quelqu'un introduit une adresse mal orthographiée, est-ce que le service pourrait le rectifier? Donc, oui, enfin, donc les services de géocodage vont systématiquement, enfin, tout ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, on leur envoie une adresse, ils renvoient l'adresse correctement structurée, comment eux la connaissent et les coordonnées. Et donc là, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le service de géocodage uniquement pour nettoyer les adresses, en fait, même si vous n'êtes pas intéressé par la localisation géographique. Mais ça fait partie de ce que vous pouvez faire. Oui. D'accord. Une question de Jacques. Est-ce que ces erreurs de l'agence du numérique sont aussi présentées dans leur version, excusez-moi, leur version en Lambert belge 2008? À mon avis, oui, parce que enfin, honnêtement, donc celle de l'agence numérique, je ne sais pas. J'ai regardé qu'une des versions, mais je vois pas trop pourquoi ça ne le serait pas, puisque manifestement le problème c'est que, enfin moi mon interprétation c'est qu'ils ont envoyé les adresses d'un côté. Enfin, la conversion je vois pas d'explication qui pourrait dire que dans des coordonnées il y a les erreurs et dans l'autre elles ne le sont pas parce que s'ils ont situé Driekoppelen sur Driekoppelenstraat, ça c'est pas un problème de conversion de coordonnées, c'est un problème ils ont pas vérifié que ça correspondait à ce qu'il y avait, quoi. Donc je sais même pas si le dataset est disponible dans plusieurs systèmes de coordonnées. S'il n'y avait pas l'erreur, c'est qu'ils ont pas corrigé d'un des côtés. À vérifier, mais je vois pas trop pourquoi il y aurait pas l'erreur de ce côté. Ok. Alors, il ne reste plus de questions dans le chat. Si quelqu'un a encore des questions, il peut ouvrir son microphone et poser la question directement au présentateur. Oui, allô? Oui, Allô? Oui, oui. bonjour. Yvan Evel. Voilà, merci tout d'abord pour la présentation. Et puis, en effet, j'ai bien compris avec le reverse. Toutefois, je voulais savoir, en fonction de données qui sont sensibles et de faire passer, par exemple, par Google,
au niveau géocoding de l'API. Oui. Est-il possible de faire ça avec Postgres pour que ce soit on-premise? Tout à fait, oui. Donc, si c'est simplement que vous voulez juste connaître la commune à partir d'un point, vous pouvez le faire avec PostGIS sans problème. Il suffit d'introduire tous les contours des secteurs que vous voulez. Donc, les codes postaux, par exemple, vous avez ça sur Stadvel, sur Bipost, par exemple. Et puis, vous faites une requête select record where geom contains les points que vous avez, et vous avez le record qui vous correspond. Donc, Oui, c'est tout à fait une prémisse dans une base de données Postgre avec l'extension PostGIS. Ok, parfait. Et donc ça pourrait Et il très y a bien. même moyen, enfin, Suzy, il y a même moyen de le faire avec du JavaScript ou avec, enfin, Oui, à partir du oui. moment où vous avez les polygones, le plus simple, c'est sans doute PostGIS, mais il y a d'autres possibilités, quoi. Ok, donc ça pourrait très bien fonctionner uniquement avec la longitude et la latitude. Tout à fait. Ok, bien aimable à vous. Je vous en Merci. prie. Ok, encore des questions? Oui, je me demandais, qu'est-ce qui a initié toutes ces recherches? C'est déjà c'est une réponse à une demande d'un marché ou qu'est-ce qui vous a amené à faire ces études? Donc, enfin, plusieurs éléments, je dirais. Donc, à l'équipe, le point de départ, c'est mon travail sur le géocodage. J'ai dû pour un client résoudre des problèmes de géocodage et pour lequel voilà, il y avait plein de contraintes qui fait qu'on a dû partir sur une solution basée sur OpenStreetMap et qui n'était pas satisfaisante. Et donc, j'ai fait un tas de choses autour pour la rendre satisfaisante pour le client. Ça, c'est un premier élément. Et un autre élément, c'est que de façon générale, je m'intéresse beaucoup à l'analytique parce que je travaille beaucoup pour l'ONSS, par exemple, pour tout ce qui est lutte contre la fraude en utilisant de l'analytique. Et au sein de la section recherche, notre mission, c'est entre autres de faire de l'innovation, c'est-à-dire de ne pas uniquement répondre à la demande des clients, mais d'essayer de trouver des thématiques pour lesquelles on pourrait trouver un potentiel. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à plus largement à tout ce qui concernait l'aspect géographique et que dans le cadre de mon étude, j'ai été voir un certain nombre de clients pour essayer de voir, enfin de membres, pour voir s'il y avait du potentiel chez eux. Il y a certainement d'autres pour lesquels il y a également du potentiel, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. L'équipe recherche, on ne travaille pas forcément à la demande d'un client en particulier. On a vraiment pour but d'être plus proactif et d'essayer d'aller, voilà, de découvrir des nouvelles choses et voir si on peut les pousser, entre guillemets, vers les clients. Oui, très bien, merci beaucoup. Ok. Je crois qu'on peut terminer la session ici. Je veux d'abord donner un merci à Vandy. Je crois que vous avez donné une présentation fort compréhensive et entre-temps, j'ai vu pas mal dans le chat des merci arriver. Très bien, Alors, merci à vous. merci à tous pour les questions et à ceux qui ont aidé à répondre à ces questions. Oui. Ça m'a rendu la vie plus facile. Alors, merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.